Bonjour et bienvenue dans C'est le week-end, notre émission hebdomadaire consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Aujourd'hui, sur notre plateau, Aurélie Delage, bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante du Mégarama à Gara. Vous étiez là pour notre premier numéro au mois d'octobre et vous revenez cette fois pour nous parler des films qu'il ne faut absolument pas rater d'ici la fin de l'année. Ce sera dans quelques minutes. À vos côtés, Marion Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des archives départementales de la Charente et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que les archives proposent ce dimanche de rejouer le procès de Ravaillac. Alors, Ravaillac, c'est l'homme qui a tué le roi Henri IV en 1610 et il était angoumoisin. Ce procès, c'est notre coup de cœur de la semaine. 130 personnes auront donc la chance d'assister au procès de Ravaillac ce dimanche au Palais de Justice d'Angoulême. Pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir de place, ce sera diffusé aussi sur Internet. Marion, pourquoi est-ce que les archives ont décidé de mettre un coup de projecteur sur Ravaillac en cette fin d'année ? Alors parce que vous l'avez dit, Ravaillac était originaire d'Angoulême, donc c'est une de nos célébrités charentaises, que nous nous inscrivons dans le cadre d'une programmation culturelle entièrement dédiée à la justice et que nous avions l'idée d'avoir un événement un petit peu point d'orgue, un petit peu spectaculaire pour clôturer cette année et que donc ça s'est imposé un peu comme une évidence de refaire le procès de François Ravaillac. Alors vous devez avoir de nombreux documents aux archives concernant Ravaillac. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils disent de lui ? Alors en fait, je dirais que ce sont des sources un petit peu indirectes au sens où nous avons surtout des minutes de notaires consacrées à la famille de Ravaillac. Donc on le voit apparaître, notamment aux côtés de sa mère, qui l'avait institué son procureur, donc pour la représenter auprès du notaire. Et donc on a une vision un peu globale de la famille de François Ravaillac, de ses affaires de séparation de biens. Ses parents étaient séparés de biens, étaient séparés de corps, et donc de toutes ces procédures qu'ils engagent entre eux. On voit aussi des réparations qui sont faites, parce que François Ravaillac avait un frère, Geoffroy, son aîné, et ils ont commis plusieurs actes répréhensibles qui demandent réparation. Donc on en trouve la trace dans ces actes passés devant notaire. Et donc je dirais que c'est ça la source principale que nous avons sur François Ravaillac aux archives départementales. D'accord. Donc en fait, François Ravaillac, il a été élevé dans la haine des Huguenots, dans un contexte familial assez dur. Oui. Il est psychologiquement instable quand même. Le 14 mai 1610, muni d'un couteau, il arrête le carrosse royal et donc il tue le roi Henri IV. Oui. Il est jugé quasiment dans la foulée et condamné à mort. Il est écartelé le 27 mai après de longues heures de supplice. Absolument. Est-ce que le procès que vous organisez dimanche va aussi aboutir à ça ? Alors, quand on lit l'arrêt, effectivement, de condamnation à mort de François Ravaillac, on se rend compte que c'est un arrêt extrêmement cruel. Et très rapidement, s'est posé la question, parce que si on refaisait le procès, à quel verdict on aboutissait ? Et on a décidé de refaire le procès sous l'angle de la justice contemporaine, c'est-à-dire que Ravaillac sera jugé selon nos lois d'aujourd'hui, ce qui nous permettra de mesurer en fait l'évolution entre la justice du XVIIe siècle et notre justice à nous contemporaine. Alors, on ne connaît pas vraiment le motif de cet assassinat en 1610. Est-ce que vous partez d'une théorie, d'une thèse ? Oui, absolument. Alors, on part en fait des sources qui nous relatent cet assassinat et qui nous relatent le procès, si je puis dire, qui s'est ensuivi. Donc, on a des déclarations de Ravaillac qui nous sont rapportées. Ravaillac se présente comme ayant agi seul, en fait. Il a ses propres motivations, il est cohérent dans son discours, mais il se présente comme ayant agi seul. Néanmoins, au vu du crime, c'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un d'une condition plus que modeste, qui n'est pas originaire de Paris, qui monte à Paris, qui réussit à tuer le roi, on peut légitimement se poser des questions. N'a-t-il pas été aidé ou n'a-t-il pas été instrumentalisé ? Donc effectivement, on va partir de la version de Ravaillac et on va comme ça essayer de creuser différentes pistes. Ok, alors pour jouer les procureurs et les avocats, vous avez fait appel à des étudiants en droit du campus des Valois. Ils étaient en répétition générale mercredi aux archives départementales. Julien Bonnet les a suivis. Morceau choisi. Ce meurtre était prémédité. En témoigne tout d'abord le moment où il prend sa décision. Du fait de son travail, M. Ravaillac est amené à de nombreuses reprises à se rendre à Paris à pied, du fait de ses modestes revenus, et à séjourner dans des auberges où il entend de nombreuses rumeurs, dont celle qui parle que les protestants vont mener la guerre aux catholiques. À partir de ce moment-là, M. Ravaillac s'est décidé à tuer le roi en connaissance de sa personne et de ses fonctions de chef de l'État, pour éviter une rumeur qui n'avait d'autre fondement que la rumeur elle-même. Mon client a peut-être été troublé par cela. Cela a pu générer une certaine fragilité mentale, une certaine fragilité psychologique. Et nous ne pouvons pas mettre cela de côté. Il faut savoir que ce couteau, probablement,
Mon client l'a volé à l'auberge des Trois Pigeons. Pourquoi? Non pas pour commettre ce régicide et le meurtre du roi Henri IV, mais plutôt par vengeance. Oui, par vengeance de ces aubergistes qui lui ont refusé de passer une nuit dans leur établissement. Est-ce que le public a lui aussi des chances de participer dimanche? Oui, absolument, parce qu'il y aura un jury populaire qui va siéger. Et donc, dans ce jury populaire, il y aura des membres du public qui seront tirés au sort. Comme dans une cour d'assises, exactement. Alors, c'est un rendez-vous que vous avez voulu pédagogique. Est-ce que vous avez travaillé le sujet avec des professionnels de la justice, avec la présidente du tribunal, la procureure? Comment ça s'est passé? Oui, on a de nombreux partenaires qui ont travaillé ce projet à nos côtés et je tiens vraiment à les en remercier. Donc, bien évidemment, les étudiants qui vont interpréter les avocats et les procureurs, le lycéen qui va interpréter Ravaillac, puisqu'il y aura Ravaillac. Et évidemment, nous avons eu la pleine collaboration du palais de justice du tribunal judiciaire d'Angoulême. Et nous avons aussi travaillé avec l'historien Michel Cassan, qui est l'auteur d'un ouvrage sur la grande peur qui a suivi la mort d'Henri IV, en fait, l'assassinat d'Henri IV. Donc effectivement, je crois qu'à l'arrivée, c'est un travail très solide, pédagogique et en même temps qui se veut, voilà, avec une petite dimension spectaculaire. Oui, parce que déjà, on est dans cette salle au tribunal qui est imposante. Exactement, on sera au tribunal, en condition. On a tenu effectivement à donner un avocat à Ravaillac, voilà, parce qu'il n'en avait pas en fait au XVIIe siècle. Donc Ravaillac aura un avocat, il aura lui-même la parole, mais de manière quand même documentée. On n'est pas dans une fiction, on n'est pas dans une reconstitution historique non plus. On essaye de comprendre, voilà. Très bien. La justice, c'était donc le thème de cette année aux archives départementales. On part sur quoi l'année prochaine ? Alors l'année prochaine, on part sur de nouveaux rendez-vous qui vont en fait être une adaptation de rendez-vous qu'on avait l'habitude de mener comme des conférences, des ateliers d'écriture, mais on va les organiser d'une autre manière et on ne sera pas plus vraiment sur des thématiques. Voilà, mais ce sera d'autres nouveaux rendez-vous et qu'on espère aussi au profit de l'ensemble du territoire de la Charente. Voilà, pour essayer d'être présent un petit peu plus partout aussi sur le territoire. Je vous remercie Marion. Le procès de Ravaillac, c'est donc dimanche à 14h au Palais de Justice et c'est aussi à voir en direct sur le site internet du département, sur le site internet de Charente Libre et sur notre page Facebook. Merci. Et on plonge maintenant dans la magie de Noël avec Prisme Orion qui organise des spectacles féeriques et gratuits ce week-end à Châteauneuf et à La Rochefoucauld. Julien Bonnat a rencontré la compagnie cette semaine pour vous mettre en appétit. L'inoubliable nuit des Saturnales, c'est notre spectacle de Noël. C'est l'histoire d'un vieux baroudeur qui est un mendiant, qui raconte des histoires pour gagner le sou, comme on dit. On est replongé dans une ambiance un peu rétro. C'est un vieux monsieur avec un chapeau haute forme, et puis il va réveiller malgré lui un royaume qui s'appelle Féaria. Donc La Rochefoucauld sera Féaria pendant une journée, et ce royaume-là se prépare à la fête la plus importante de l'hiver, qui est la nuit des Saturnales. C'est un spectacle où il y a du son, de la lumière, de la pyrotechnie quand ce sont les versions de nuit, du jonglage de feu, des danses. On va retrouver des lutins, des mères Noël, on va retrouver des personnages comme Pain d'épices et Père Janvier, pardon. Mais voilà, c'est vraiment, on est plongé dans une féerie, un côté fantastique, mais on s'éloigne un petit peu du spectacle de Noël traditionnel avec le Père Noël, etc. Le côté un petit peu trop enfantin. C'est un spectacle qui est fait pour toute la famille. On y trouve toujours son compte. Que ce soit les danseuses pour le côté peut-être adolescente, ça va être, je sais pas, le théâtre un peu plus pour le côté littéraire et des personnes un peu plus âgées, le jonglage de feu qui impressionne généralement toutes les générations, et c'est un spectacle intergénérationnel aussi dans la compagnie puisque nous avons vraiment tous les âges. On commence par Châteauneuf ce samedi 10 décembre, on commence sur le parvis de la mairie vers 17h30 pour après faire le spectacle de nuit à 18h30. On a dimanche toute la journée pour l'association des commerçants rue Ficaldien, donc on a plusieurs passages, un à 11h, un à 15h avec le Père Noël et la parade du Père Noël, et un à 17h30 pour finir avec quelques surprises, et ensuite on a un deuxième week-end en suivant, le 17 et 18, le samedi 17 où on sera à La Rochefoucauld ici justement pour la version de nuit avec ce décor là, donc assez chouette à mettre en valeur, en lumière et en pyrotechnie, et la version de nuit également à Chasseneuil-sur-Bonnieure le dimanche 18 au soir à 18h30 également. C'est gratuit, je le rappelle, mais pensez à arriver bien en avance si vous voulez une place, surtout si vous venez avec des enfants.
Marion, est-ce que vous aimez le cinéma? Est-ce que vous avez le temps d'y aller? Oui, moi je suis très lecture et cinéma. C'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup le temps d'y aller, c'est surtout pour des questions d'organisation familiale, mais par contre oui, je suis très cinéma. Alors vous allez pouvoir suivre les conseils d'Aurélie Delage à la tête du Mégarama de Gara. C'est bientôt les vacances de Noël, c'est une période propice aux sorties ciné en famille. Aurélie, vous allez nous dire quel film il ne faut absolument pas rater, mais il y a déjà un incontournable, c'est la sortie d'Avatar 2 mercredi. On vous montre quelques images. Qu'est-ce qui t'amène chez nous? Je veux mettre ma famille en sécurité. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt! Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. On y va! Respirez, respirez. C'est beau ces images, ça donne envie d'y aller. Est-ce que vous nous conseillez d'aller voir ce blockbuster, Aurélie? Est-ce qu'il va cartonner comme le premier? Alors on espère, c'est déjà le film de tous les records puisqu'on est à un budget entre 300 et 400 millions. On ne veut pas vraiment nous communiquer le chiffre, mais ce qui est complètement énorme. On a une durée de tournage de plus de 16 mois pour des plans sous-marins. Là vous avez vu quelques images, je peux vous assurer que sur grand écran, dans les premiers tests qu'on a fait, c'est vraiment magique. Et là, juste à revoir les images, c'est ce que je vous disais en off, j'ai des frissons. Vraiment, c'est un blockbuster, oui, par les moyens, mais ça peut plaire, à mon avis, à énormément de personnes. Et je pense que le prochain record en termes de fréquentation, ce sera ce film qu'on nous réclame depuis des années, une suite qui est très attendue. Elle est en 3D, cette suite, comme le premier épisode? Alors effectivement, comme le premier épisode, la suite a été pensée et tournée en 3D, à la différence des films qu'on a pu voir, notamment depuis Avatar, qui ont pu décevoir le public. Là, vraiment, il y a un intérêt réel à voir ce film en 3D. Alors bien sûr, on propose aussi des séances en 2D, que ce soit au CGR ou chez nous, pour que le public, ou notamment les enfants, pour qui 3 heures de film, ça peut paraître long. Donc on propose les deux versions, mais vraiment, si vous avez la possibilité, voyez-le en 3D, ça vaut vraiment le coup. Ok, alors à côté de cette grosse production, vous avez d'autres films à l'affiche. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller avec des enfants? Alors pour les enfants, on a Le Chapeauté qui est sorti mercredi et qui sera à l'affiche bien sûr sur toutes les vacances de Noël. Le Chapeauté, ça peut plaire aussi bien aux adultes qu'aux enfants, puisqu'on a plusieurs niveaux de lecture, des choses qui vont nous, en tant qu'adultes, nous interpeller, et d'autres blagues auxquelles les enfants, eux, vont réagir. C'est de l'humour comme dans Shrek. Exactement, on est dans cette lignée-là. Les 2 premiers volets avaient très très bien marché, donc on espère que le succès sera au rendez-vous. Et on a aussi, dans un autre registre, Ernest et Célestine, qui sort mercredi, donc 14 en même temps qu'Avatar, où on peut aller de très jeunes enfants jusqu'aux adolescents, et même aux adultes. On a eu des adultes pour les avant-premières. Voilà, donc on retrouve nos 2 personnages favoris dans encore de nouvelles aventures. Donc on retourne dans le pays d'Ernest. Ok, voilà. Alors Le Chapeauté et Ernest et Célestine, c'est des suites tous les deux? Il n'y a pas d'épisodes de nouveautés qui sortent? Alors cette année on a des nouveautés comme Enzo le Croco qui est sorti là le 30 novembre, il y a déjà quelques jours, mais c'est vrai qu'on a tendance depuis quelques années à voir beaucoup de suites de films, de refaire un petit peu les recettes qui marchent. Alors c'est peut-être aussi lié à la période Covid où on a besoin peut-être de valeurs un peu refuge et où on retrouve très fréquemment des suites, des histoires, alors même si on va dérouler encore le fil, mais c'est vrai que peut-être que c'est un côté aussi rassurant pour les spectateurs. D'accord. Pour les plus grands, je crois que vous avez un petit coup de cœur pour Mon héroïne. C'est l'histoire d'une jeune Française qui rêve d'être réalisatrice et qui se met en tête d'aller remettre son scénario à Julia Roberts aux États-Unis. Vous avez reçu la réalisatrice Noémie Lefort à votre cinéma il y a peu, elle était aussi au CGR. Oui. Il est vraiment bien ce film ? Alors complètement, alors déjà, je tiens à le dire, la réalisatrice est quelqu'un d'absolument adorable et c'est à souligner parce que c'est rare de recevoir des personnes aussi sympathiques. Et le film, c'est vraiment un très très bon feel-good movie, parfait pour la période de fête. Noémie, quelqu'un qui adore les comédies romantiques, les films de Noël, et on retrouve un petit peu ces codes dans ce film qui retrace en quelque sorte l'histoire de sa vie. Donc étudiante à Rouen, elle rêve de rencontrer Julia Roberts et de lui remettre son scénario. C'est vraiment chouette, il y a plein de références, plein de clins d'œil, et vous passerez un bon moment à coup sûr.
Elle est interprétée, cette jeune femme, par Chloé Jouannet, qu'on a peu l'habitude de voir sur les écrans. On connaît plutôt sa maman. Tout à fait. Elle est bien dans son rôle. Elle est complètement bien dans son rôle et effectivement, on voit plutôt sa maman Alexandra Lamy, mais Chloé fait petit à petit son trou et sa carrière dans ce milieu. Et là, c'est un très beau premier grand rôle, on va dire, sur grand écran. Très bien. Est-ce que vous avez une autre proposition à nous faire pour nous les grands ? Alors pour les grands, si vous êtes fan de musique, il y a le biopic sur Whitney Houston qui sort le 21 décembre. I Wanna Dance With Somebody, pardonnez mon anglais pourri, mais voilà. Là, je ne l'aurais pas dit mieux. Hein. Là, vous allez vraiment retrouver l'histoire de la chanteuse, ses plus grands titres, très associés au cinéma, hein, puisque voilà, ça a bercé un paquet de bandes annonces, de bandes originales, pardon, de films. Donc vraiment, voilà, un biopic. Et puis bon, il y en a plein d'autres, Tempête, Cœur de rocker. Là, vraiment, sur la fin d'année, on a une belle offre qui se reconstitue pour tous les publics. Ok. Marion, Aurélie, je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission C'est le week-end consacrée aux cadeaux Made in Charente. D'ici là, profitez bien. Bon week-end à tous. Merci. Merci.